Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, la République démocratique du Congo a été agressée par le Rwanda. Goma est sous contrôle de l'armée rwandaise. Actuellement, la question est sur toutes les lèvres, dans les forats internationaux, à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, où les officiels congolais sont en train de convaincre le monde entier à prendre des sanctions contre le Rwanda et contre son président Paul Kagame. Que pensez-vous de cette situation? Comment la RDC peut-elle s'y prendre sur le plan international? Vous le savez, le ministre de la Communication et des Médias ne cesse de parler du front diplomatique. Comment orienter ce front diplomatique? Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission avec Dr Silas Mimile Makangu. Bonsoir. Bonsoir Ambroise. Docteur Silas, vous êtes professeur en relations internationales. En effet. On était en train de vous présenter autrement comme doctorant. Voilà. Là, vous avez défendu votre thèse et vous êtes confirmé professeur en relations internationales, spécialité, vous êtes spécialiste en géopolitique et géostratégie. Voilà. Sur des questions géopolitiques et des questions géostratégie. Donc, c'est un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cette question de la RDC. Merci. Vous êtes là. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle du Congo, qui est à la une, partout dans le monde, et on ne parle que du Congo? C'est vrai, aujourd'hui, le Congo est dans un carrefour géopolitique combien important, à la fois pour son avenir, mais il faudrait dire aussi qu'il est tout dépendant de la manière dont nous allons négocier ces virages. Ils se tiennent à gauche et à droite des forums, des rencontres multilatérales, bilatérales, toujours pour discuter autour de cette question de la sécurité dans la partie orientale du Congo. C'est à la fois un atout pour nous, mais aussi un handicap. Un handicap d'abord, pourquoi? Parce que voudrait assez que... Atout et handicap. Atout et handicap. Je commencerai d'abord pour dire pourquoi ça serait un handicap. Okay. Parce que pour une énième fois, l'on risquerait d'avoir une possibilité de sortie des crises, mais la méthode, la procédure de cette sortie des crises ne viendrait pas directement de nous. Un peu comme ce que nous avons vécu avec Sun City et beaucoup d'autres crises précédentes. Ce qui fait que nous n'aurons pas à nous seuls la possibilité de dégager, de décider par quelle voie allons-nous sortir de cette crise. Parce que faire face à une crise, c'est une chose, mais la gestion de la crise en est une autre. Et pour mieux gérer cette crise, il faudrait... Trois éléments. Premier élément, il faudrait qu'on commence d'abord par connaître quels sont les éléments causaux de cette crise. Qu'est-ce qui est à la base de cette crise? Et une crise peut survenir aujourd'hui, mais cette crise a des causes immédiates, des causes proches et des causes lointaines. Et généralement, pour nous, les États africains, et même pour nous, Congo en particulier, lorsque nous voulons résoudre une crise, nous nous attardons beaucoup plus à résoudre la crise en ne tenant compte que des causes immédiates. Et puisque les causes immédiates sont résolues, nous croyons avoir résolu une crise, alors que les causes immédiates ne sont que symptomatiques de causes proches et lointaines. Vous en avez parlé autrefois. Voilà. Ce qui signifie qu'il nous faudrait une intelligence stratégique. Une intelligence stratégique qui nous permet aujourd'hui de prendre un peu du recul, d'être moins émotif, d'être moins réactif pour regarder les choses avec froideur. Je voudrais que vous puissiez insister là-dessus. Oui. Prendre du recul. Prendre du recul. D'être moins émotif. Moins émotif, prendre du recul, être plus objectif et plus stratégique. Pourquoi? Parce que la rue et l'opinion publique pourraient nous amener à prendre des décisions de manière précipitée, et ces décisions pourraient nous aider à créer une accalmie, mais ne pas résoudre le problème. Parce que ici, ce qu'il faudrait faire pour une fois pour toutes, c'est d'extirper ce mal qui est à la base de différentes crises que nous sommes en train de connaître. N'oubliez pas que cette crise, ça va faire plus de 3 décennies que nous sommes en train de patauger, de proposer des solutions, mais qui en réalité n'étaient pas des solutions, ce n'étaient que des méthodes cosmétiques, à la fois pour satisfaire un camp politique et pour satisfaire l'opinion publique, tantôt pour satisfaire la communauté internationale. Le premier élément, il faudrait faire une lecture exhaustive de la situation. Le deuxième élément qu'il faudrait pour pouvoir mettre fin à une telle crise, il faudrait nous rassurer
quels sont les éléments, les ressources que nous avons. OK? Je parlais de l'handicap, je vais revenir, pour dire que nous risquerons d'avoir une fois de plus une solution que nous n'avons pas nous-mêmes cuisinée. Une solution qu'on nous impose. Et cette solution, puisqu'elle a été pensée sans nous, elle finira contre nous. Ça, c'est un principe. C'est ça l'handicap. Au fait d'avoir un problème qui aujourd'hui n'est plus notre problème, devient le problème de la communauté internationale, devient le problème de la région tout entière. C'est-à-dire, ce problème nous a échappé, et puisqu'il nous échappe, il serait donc évident que les autres qui vont s'approprier de ces problèmes-là, ils les gèrent et nous imposeront une solution qui apportera certes la calmie, mais qui ne résoudrait pas le problème. C'est cela que j'appelais l'handicap. Mais l'atout serait que ce problème auquel nous faisons face aujourd'hui, il faudrait l'admettre en toute honnêteté intellectuelle. Si ce problème a fait 30 ans, c'est aussi parce que pendant 30 ans, nous n'avons pas réussi à proposer de véritables pistes de solutions. C'est parce que nous sommes restés trop complaisants d'abord dans l'analyse du problème. C'est parce que nous sommes restés trop cosmétiques dans les différentes pistes que nous avons proposées. Et aujourd'hui, n'ayant pas les moyens de pouvoir gagner sur le front militaire, on peut donc activer le front diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, d'ailleurs ça a toujours été le cas, les guerres ne se livrent pas que sur un seul front. Aujourd'hui, il y a une multiplicité de théâtres de combat. Il y a les fronts militaires, il y a les fronts diplomatiques, il y a les fronts culturels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Ambroise, il n'est pas possible qu'une armée nationale puisse remporter une guerre contre une autre armée qui vient envahir son territoire sans l'adhésion de son opinion publique. D'où il faudrait populariser la guerre. Populariser la guerre, il faut la populariser. Alors, mais il faudrait faire une nuance, par rapport à ce que Mouzé était en train de dire autrefois. Populariser la guerre ne signifie pas distribuer les armes à toute la population. Sinon, on va avoir... Justement, on les comprend de cette manière-là. Malheureusement. Populariser la population qui va prendre les armes pour descendre... Populariser la guerre signifie simplement amener la population tout entière à comprendre que le conflit n'est pas qu'un apanage des autorités politiques ou encore un apanage des hommes en uniforme, mais c'est notre destin à nous tous qui est mis en jeu. C'est notre survie, c'est notre avenir existentiel qui est remis en cause. C'est ce qui signifie populariser la guerre. Populariser la guerre, c'est-à-dire aussi amener tous les différents secteurs de la société à regarder vers cette direction de la guerre et que chacun apporte de son expertise, de son savoir-faire, de son art pour que la victoire soit effective et efficace, c'est-à-dire qu'on l'on gagne le plus vite possible pour éviter le dommage collatéraux, mais aussi cette victoire doit être une victoire profonde pour que dans les 30-40 années à venir, qu'on n'ait plus le même problème, surtout pas avec le Rwanda. Voyez-vous? Alors, pour populariser la guerre, vous avez déjà donné la réponse, mais est-ce qu'avec le fait que les moyens de communication soient limités, X a été fermé, Twitter fermé, est-ce que les Congolais ne se voient pas privés d'un instrument de communication pour donner une idée? C'est vrai que pour des raisons stratégiques, pour des raisons d'ordre communicationnel, il est important de pouvoir veiller à ce qui est distille dans le milieu de la communication, pour éviter ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire de ne pas avoir un excès d'informations qui finalement nous empêche de savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans une certaine mesure, la décision peut être salvatrice, mais la décision peut aussi s'avérer inefficace au regard du fait qu'aujourd'hui, l'information n'est plus le monopole ni du gouvernement, mais encore de vous, hommes des médias. Nous sommes dans un siècle digitalisé. Nous sommes dans une ère du numérique où l'information devient l'élément le plus important. Et donc, au-delà du fait que les gens aient droit à l'information, mais il est aussi important pour des situations comme celle-ci que l'opinion publique soit tenue informée à l'heure. Voyez-vous, il faudrait que l'opinion publique soit tenue à l'heure. Mais il faudrait maintenant encadrer cette information. Je pense qu'il est bon d'encadrer l'information que de garder l'information.
L'encadrer au lieu de la garder. Voilà. Alors, vous étiez en train de parler au deuxième point des handicaps, l'handicap et de tout, mais quelque part, vous vouliez parler des éléments. Il faut se rassurer d'avoir des ressources. Il faut se rassurer d'avoir les ressources parce que la guerre ne se gagne pas que par une bonne volonté. Il faut des moyens pour gagner une guerre. Il faut des moyens pour gagner. La guerre est un besoin. La guerre est un défi. La guerre peut devenir aussi une voie de sortie vers une ère beaucoup plus prospère. Et pour cela, il faudrait comprendre que la guerre en soi nécessite les moyens et la guerre peut aussi au finish déboucher à des moyens. Nécessite des moyens, c'est-à-dire on ne peut pas faire la guerre aujourd'hui si l'on n'est pas assez équipé. Et les moyens dont je parle ici ne sont pas que d'ordre financier, c'est aussi des moyens d'ordre politique. Oui. Pourquoi? Parce que, en réalité, Ambroise, une guerre est d'abord politique. La guerre commence dans la politique. C'est lorsque la politique ne sait pas gérer avec ses partenaires ou encore ceux avec qui ils sont en différente, ne parvient pas à trouver une solution à l'amiable, que l'armée entre en jeu. Oui. Et à la finalité, l'armée arrête, non pas parce qu'elle veut arrêter. Oui. L'armée arrête aussi parce que le politique a donné l'ordre. A donné l'ordre. Ce qui signifie qu'une guerre est d'abord politique avant d'être militaire. Donc quand je parle de moyens politiques, il est question ici de comprendre qu'une guerre doit se gagner de manière anticipative. Comme le dit le stratège chinois Sun Tzu, dans son livre L'art de la guerre. Clausewitz aussi le dit dans son ouvrage de la guerre, c'est-à-dire une guerre se gagne facilement en amont. Une guerre se gagne facilement déjà dans l'anticipation, avant qu'on la commence. Parce qu'il faudrait savoir pourquoi les autres nous attaquent et pourquoi nous devons réagir ou riposter. Et ça, c'est d'abord le premier moyen, le moyen politique. Le moyen politique, c'est-à-dire se rassurer qu'on comprend les revendications de l'ennemi. Qu'on comprend parce que tout ce que l'ennemi évoque n'est pas la véritable revendication. L'ennemi peut évoquer des raisons qui en réalité ne sont que des prétextes. Mais les véritables revendications sont ailleurs. Je vous donne un exemple. Vous entendrez des gens, des fois, dans les plateaux de télévision, dire que voilà, le Rwanda nous attaque à cause de nos minéraux. Oui. Ça, c'est une erreur énorme. Ah, c'est une erreur? C'est une erreur énorme. Allez-y, professeur. C'est-à-dire, si le Rwanda pille nos minéraux comme il est fait, ceci n'est qu'un des éléments pour lesquels le Rwanda cherche à nous attaquer. Mais l'élément fondamental pour lequel le Rwanda attaque aujourd'hui et voudra encore attaquer demain, c'est parce qu'il y a une adéquation entre la démographie rwandaise d'abord et son espace. Ça, c'est un élément. De manière à ce que même si nous... Voilà pourquoi vous avez vu, nous avons tenté avec le président Félix de faire preuve de bonne foi, de coopérer pour qu'il y ait partage, que l'on partage nos intérêts économiques, éviter cette question de la guerre. Mais vous avez vu que le Rwanda a prouvé que ses ambitions n'étaient pas que des ambitions économiques, mais il avait aussi des ambitions hégémoniques. Pourquoi? Parce que son espace est trop réduit et sa démographie est galopante. Donc, il voudrait demain ou tôt ou tard élargir. Si nous ne tenons pas compte de cette donne-là, on pourrait donner au Rwanda la gestion de tous nos minéraux, mais demain, il nous fera encore la guerre. Donc, pour dire que la raison économique évoquée par les Congolais n'est pas la seule raison. Je ne dirais pas qu'elle est erronée, mais n'est pas la seule. Et l'évoquer que comme la seule raison, c'est ça une analyse erronée. Donc, la vraie analyse, c'est par rapport à l'espace vital. La vraie analyse, c'est d'abord par rapport à l'espace vital. Nous sommes en 1989. Alors que le maréchal Mobutu va séjourner au Nord Kivu pour des vacances, son ami et frère, son ami comme il aimait bien l'appeler frère, Juvenal Habyarimana, va le visiter sur place. Et dans leur entretien, le président Habyarimana va demander à Mobutu s'il pouvait bien lui donner quelques terrains, quelques espaces. Il a évoqué que cet espace-là était pour paître son bétail. Et combien il va demander? 200 000 hectares. 200 000 hectares? Oui. 2000 hectares, pardon. 2000 hectares. 2000 hectares. Il va demander 2000 hectares. Voyez-vous? Alors, ce qui fait que 2000 mètres carrés, ce qui fait que lorsque le président Habyarimana demande à Mobutu, il sait que tôt ou tard, il faudrait que la population rwandaise se débrouille pour dévexer
le surplus de sa population sur un territoire moins occupé, qui est l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui m'amène à dire ceci. Sans vouloir renier la raison économique, sans vouloir renier les pillages des minéraux stratégiques que nous avons dans notre sol, sans renier les ambitions ou encore les appétits économiques, il ne faudrait jamais oublier la donne hégémonique. Il ne faudra jamais la négliger. Il ne faudrait jamais la négliger. D'abord du point de vue de l'espace. Deuxièmement, troisièmement, il ne faudrait jamais oublier l'ambition de leadership que le président Kagame voudrait mener. Pourquoi? Parce que gagner une guerre sur le front militaire, peut-être que la victoire dans une bataille. Or, nous devons nous permettre en tant qu'État d'accepter de perdre même quelques batailles, mais au finish remporter la guerre. Parce que ce qui est important pour nous, c'est la guerre. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre le Rwanda et tous les autres États voisins dans une posture telle que personne d'entre eux ne voudrait plus jamais oser s'aventurer dans le territoire congolais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous avons la force de frappe pour... Vous allez continuer, professeur. Vous avez parlé de cette raison qui est quand même importante par rapport à l'espace vital dont le Rwanda a besoin. Comment la RDC pourrait-elle réagir par rapport à ça pour gérer cette question? Alors, en même temps, la RDC pourrait trouver une solution s'il faudrait trouver les 2000 km² demandés par l'ancien président rwandais et donner ça au Rwanda. Ça peut faire une solution, mais en même temps, il y a ce problème de ce partenariat avec les Royaumes-Unis pour déverser les immigrés au Rwanda. Et quand les autorités congolaises apprennent ça, tout en sachant que le Rwanda n'a pas un espace. Voilà, donc il faudrait déjà comprendre que quand les Rwandais sollicitent un surplus de la population, alors qu'il a un sérieux problème d'espace, il faut vite comprendre que c'était une provocation. Il faudrait se poser la question, vous achetez une nouvelle voiture, vous allez la garer où? Ok? Vous nous amenez 4 personnes dans la maison sans prévenir vos amis, ils vont dormir où? Vous comprenez? Donc c'est cette intelligence. C'est là où je dis que les guerres se gagnent facilement par anticipation. Avec une intelligence stratégique. Quand je dis stratégique, je vois les choses dans leur globalité, dans leur dimension holistique, mais aussi penser aux effets ou encore aux faits et aux actions qui ont une incidence à long terme, à très long terme, même si je pourrais les dire ainsi. C'est-à-dire, le Rwanda a un problème. C'est son problème à lui. Ce n'est pas le Congo qui a fait le dispatching des terres. Lorsqu'on a procédé au dispatching, au morcellement de l'Afrique, le Congo n'était pas là. C'est-à-dire, nous avons le droit de jouir, mais pas seulement de jouir, de protéger l'intégrité de notre territoire. C'est là aussi un élément de souveraineté. La preuve que nous sommes un État souverain. Et aussi, il faudrait rappeler au Rwanda que le Congo n'est pas le seul voisin qu'il a. Donc, si le Rwanda estime, pourquoi ne pas aller vers le Kenya? Pourquoi ne pas s'aventurer à l'Ouganda? Pourquoi ne pas s'aventurer avec la Tanzanie? Le Burundi aussi. Le Burundi aussi. Pourquoi? Simplement parce que le Rwanda estime, non pas seulement que le Congo a de l'espace, mais le Rwanda estime que le Congo ne prend pas les choses au sérieux. Au sérieux. Ah, ok. Vous comprenez? Le Congo ne prend pas les choses au sérieux. Et d'où il faudrait donc faire très attention. Un des problèmes, c'est que nous avons le malheur d'être étudiés par ce Rwanda. Le Rwanda nous a étudiés. Le Rwanda connaît beaucoup sur nous, mais nous connaissons très peu sur le Rwanda. Et cette posture qu'affiche le Rwanda aujourd'hui devrait nous amener à développer une maîtrise. Je dis bien une maîtrise, pas une simple connaissance, mais une maîtrise sur chacun des pays voisins. Il faudrait que nous ayons de véritables bureaux d'études, de véritables cellules, pour pouvoir maîtriser le problème de nos différents voisins et voir dans quelle mesure ce problème demain pourrait avoir une incidence. Vous êtes dans les longs termes, professeur? Évidemment, dans les longs termes, mais sans aussi oublier les implications immédiates. Mais n'est pas simplement se flouer des implications immédiates. Je pense que pour un État stratège, parce que le Congo, au regard de sa situation géostratégique, au regard de ce que le Congo regorge comme minéraux, comme ressources stratégiques, au fait, l'avenir du monde dépend des ressources que détient le Congo. C'est un bonheur et à la fois un malheur. Un malheur. Un bonheur parce qu'on en a.
Oui, un malheur parce qu'on ne sait pas comment trop le défendre. Un malheur parce qu'on nous fera toujours des problèmes. Maintenant, il faudrait par la résilience changer ce malheur en bonheur. Et cette mutation ne se fera que lorsque le Congo cessera d'être un État lambda pour devenir un État stratégique. Un État qui considère l'intelligence comme étant un logiciel indispensable. Un État qui considère l'intelligence comme étant un logiciel. Un logiciel indispensable dans le fonctionnement de son quotidien. C'est-à-dire, le Congo doit très vite se réconcilier avec l'intelligence. Aujourd'hui, la guerre qu'on est en train de nous mener ne se livre pas que... Regardez, lorsque nous nous déployons sur le théâtre de combat, lorsque nous nous déployons sur le front militaire, les autres sont en avance parce qu'ils ont déjà infiltré. Ils nous ont déjà infiltrés. Les autorités politiques ne cessent de le dire. Mais laissez-moi vous dire que l'infiltration ne devait pas être vue comme étant une œuvre diabolique. Les infiltrations sont des éléments stratégiques. Donc, lorsque Edward Snowden va divulguer à la face du monde combien les États-Unis mettent sur écoute leurs partenaires européens, asiatiques, ainsi de suite, les États-Unis sont offusqués. Mais c'est bon pour le torse. Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est la preuve que nous sommes capables de vous écouter. Ce qui signifie que le Congo devrait aussi faire la même chose. Mais où se trouve cette intelligence, professeur? Où trouver cette intelligence, professeur? Cette intelligence dans un contexte où les pays ont été infiltrés, les institutions sont infiltrées. Mais il y a toujours des hommes intelligents dans toute cette situation-là. Il y a un domaine qui n'est pas très infiltré. C'est le domaine scientifique. Ah ok, c'est le domaine scientifique. Hitler a réussi, c'est tristement célèbre, monsieur Hitler, a réussi à bouleverser le monde, à dominer 80% de l'Europe, parce que, au-delà de son esprit machiavélique, au-delà de la méchanceté, son côté narcissique, cet homme avait compris ce que l'intelligence représentait. Il a eu à sa disposition le meilleur savant allemand. On ne peut pas aujourd'hui être une véritable puissance si on continue à caporaliser les scientifiques. Si on continue à dire aux scientifiques quelle option prendre, quel discours tenir. Ça, c'est une véritable capitulation, cette caporalisation. Vous êtes en train de renverser les fondements qui sont censés soutenir la structure qu'on appelle la société ou la nation. Ces intelligences, nous les avons. Les Congolais, nous les avons. Ils existent. Ils existent, mais le problème, c'est que l'homme politique congolais, je ne vais pas faire un procès à l'homme politique congolais, mais je suis en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pourrons gagner cette guerre aujourd'hui et la gagner demain. L'homme politique aujourd'hui devrait apprendre à écouter, à consulter l'homme scientifique, à écouter, à consulter les savants, lui demander quel serait son avis et non pas lui dire ce que les savants doivent dire. L'homme scientifique, c'est qui, professeur, au Congo? Ce sont les chercheurs. Les chercheurs. Voilà, ils sont nombreux. Écoutez, dans un pays comme le Japon ou la Corée, le ministère de la Défense a l'obligation, se donne l'obligation de recueillir tous les TFC, tous les articles, tous les mémoires, toutes les thèses qui ont été élaborées et dont la problématique touche les questions d'ordre sécuritaire. Le ministère de la Santé recourt aux articles, aux recherches, aux travaux, aux mémoires, aux thèses dont la problématique touche au secteur de la santé. Parce que c'est supposé que tous ces travaux ont été bien réfléchis, ont été bien réfléchis. Et l'État fait appel à ces savants pour les écouter et leur dire que devons-nous faire aujourd'hui. Mais si on ne recourt pas, parce qu'une guerre ne peut pas être remportée que par l'armée. Mais il semblerait qu'il y aurait, c'est pas moi, une sorte de bataille entre le scientifique congolais et l'homme politique congolais. Bon, pas l'homme politique, l'homme populaire congolais.
parce qu'il y a cet antagonisme Oui. entre les scientifiques et celui qui est populaire, on préfère beaucoup plus celui qui est populaire Oui. parce qu'il ramène une base électorale, étant donné que la démocratie électorale est une question de popularité. Mais vous savez, Ambroise, chaque État, en géopolitique, chaque État fait face à deux impératifs. Premier impératif, c'est la survie. Faire survivre l'État. Faire à ce que l'État ne meure pas. Faire à ce que l'État continue à vivre dans son espace traditionnel. Faire continuer, rassurer que l'État ne connaisse pas un cancer qui les rongera de l'intérieur. Deuxième impératif, c'est la puissance. Un État ne peut pas prétendre avoir droit au chapitre dans la sphère internationale si cet État se conforte dans l'impuissance, se conforte dans la précarité et dans le sous-développement. Ce qui signifie, d'une part, c'est la survie, d'autre part, c'est la puissance. Or, la puissance pour un État est un chantier. C'est un chantier qui ne s'exécute pas en 3 ans, en 5 ans ou en une mandature. Okay. Voilà pourquoi je parle... Un chantier interminable. Interminable. Voilà pourquoi je parle d'un État stratège. Un État qui, après avoir résolu ce problème, se propose aussi de résoudre le problème des autres. C'est-à-dire en vendant son expertise et en devenant ainsi un État fort, un État puissant qui devient un pôle en lieu et place d'être dans la périphérie. Parce que dans les relations internationales, le pôle est redéterminé par le rôle que l'on joue. Quel rôle voulons-nous assumer? Alors, cette guerre doit être gagnée parce qu'elle est injuste. Kagame et son armée doivent essuyer un échec puissant. Mais pour qu'une guerre se gagne aujourd'hui, il n'y a pas que le front militaire. Voilà pourquoi vous allez par exemple entendre tous derrière les FARDC, tous derrière les FARDC, tous derrière les FARDC. C'est bien beau. Je partage cette opinion. Mais ici, en stratège, ici, en expert, je peux vous dire aujourd'hui qu'il faudrait que l'on donne aussi de l'eau, que l'on mette aussi de l'eau dans le moulin de notre appareil diplomatique. Que l'on mette de l'eau. Pourquoi? Parce que vous entendrez par exemple, il nous faut de cotiser, donner de l'argent, que même les églises prélèvent les offrandes, l'effort de guerre. Mais une guerre n'est pas menée que par les militaires. C'est ça le problème avec le Congo. Le véritable généraux dans l'histoire des guerres sont réputés être grands et stratèges pour avoir remporté des victoires sans jamais tirer une balle. Et pour cela, il ne faudrait pas seulement tout déverser dans l'armée, il faudrait aussi tenir compte de 2 autres composantes qui sont liées à l'armée. Pour ne pas parler d'un binôme. C'est-à-dire, d'une part, il faudrait mettre assez de moyens dans les renseignements. Nous parlons de l'infiltration. Oui. Comment ces infiltrations ont-elles eu lieu? Comment n'avons-nous pas remarqué? Deuxième élément, c'est la diplomatie. Notre diplomatie n'a pas assez de moyens pour mener cette guerre. Ah, pas assez de moyens pour mener cette guerre. Pas assez de moyens pour mener cette guerre. Vous faites allusion à quels moyens, professeur? Il faudrait des moyens colossaux pour un État qui vit avec des menaces au quotidien. Pour un État qui est autant convoité, tant par les besoins que par des nations qui sont loin de nous. Pour un État qui a la vocation géostratégique d'être la nation pilote de sa région et de l'Afrique, il faudrait que notre diplomatie ait autant de moyens. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir une vaillante compatriote. Thérèse Kaikwamba Wagner. Voilà, elle se bat, elle est en train de mouiller son maillot, elle est dans tous les fronts, mais il faudrait lui donner les moyens. Parce que j'estime que notre regard va beaucoup plus vers le côté militaire alors qu'il faut diversifier le front. Il faudrait aujourd'hui se rassurer, à part la diplomatie, à part le renseignement, c'est-à-dire la communauté des renseignements, que ce soit les renseignements militaires, les renseignements civils et même les renseignements scientifiques, malheureusement, que nous n'avons pas. Il faudrait aujourd'hui, à part ces différents éléments, constituer aussi ce qui nous a manqué jusque-là, une communication stratégique, une communication en temps de guerre. Communication stratégique. La guerre n'a pas commencé avec l'occupation de Goma par
les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Cette guerre a commencé depuis très longtemps, mais la communication n'a pas été conséquente. Ce qui fait qu'on peut se réveiller et se réveiller en retard. Voyez-vous? Ici, je vous parle en tant que scientifique. Il faudrait que nous ayons cette communication stratégique. Parce qu'aujourd'hui, tout est communication. C'est pour cela, professeur, vous dites il faut que la RDC se réconcilie avec l'intelligence. Avec l'intelligence. Nous sommes une armée très sollicitée. Nous sommes une armée que les uns voudraient piller. Et déjà ici, il faudrait les rappeler. Je voulais dire, nous sommes un État très convoité, un État très sollicité, un État que tout le monde voudrait avoir à sa guise. Et pour cela, nous n'avons pas le droit de nous comporter comme un État lambda. Il faudrait que le Congo devienne un État stratège, qui sait vivre avec ses voisins, qui sait vivre avec ses ennemis, tout en sachant que les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir des amis de poser une question. Versa. Je ne sais pas si ça va vous embarrasser d'y répondre sur ces plateaux. Vous allez vouloir être dans un cadre un peu plus restreint. C'est en rapport avec cette ambition hégémonique du Rwanda, oui, par rapport à son espace vital. Oui. Qu'elle doit faire la RDC? Je crois que ce n'est pas seulement par rapport... Son espace vital constitue un sérieux problème. Mais lorsque vous regardez la politique du président Kagame, vous remarquerez qu'il a des ambitions hégémoniques. Pas seulement pour étendre le Rwanda du point de vue territorial, mais aussi parce que lorsqu'on parle de l'hégémonie, ce n'est pas que l'extension du territoire. Aujourd'hui, l'hégémonie... la domination, l'influence. Sur la sous-région. L'influence. Il voudrait jouer le rôle que le maréchal Mobutu a joué durant la guerre froide. Ok? Mais ce qui est réconfortant pour nous, c'est que son voisin, Museveni, ne le laissera pas. Ce qui signifie que quelque part, nous devons... Il semble le soutenir d'une certaine manière. Il semble le soutenir. Ok? Il semble le soutenir parce que les deux constituent un binôme. Ok? Voilà pourquoi j'ai dit on ne peut pas être ami de l'Ouganda et être ennemi du Rwanda parce que les deux sont les deux faces, ne constituent que les deux faces d'une même pièce de monnaie. Alors, sa politique hégémonique qui voudrait l'amener à être un homme, un leader pour l'Afrique, le convainc que le préalable, c'est d'avoir une totale domination sur le Congo. Mais c'est à nous maintenant de l'empêcher. Parce que ce rôle nous revient naturellement. C'est notre rôle à nous. Lorsque l'on considère notre emplacement géostratégique, lorsqu'on considère notre histoire, lorsqu'on considère les ressources que nous avons, les ressources humaines, les ressources faune, naturelles, ainsi de suite, ne pas jouer ce rôle-là pour nous serait une sorte de capitulation, serait pour nous une sorte de reddition collective. Et pour cela, nous devons nous réveiller. Nous réveiller aujourd'hui, encourager nos FARDC, encourager notre diplomatie, encourager nos dirigeants pour dire que plus question que le Rwanda vienne se mettre à la tête du Congo. Je reviens à la diplomatie. Vous avez demandé que la RDC donne beaucoup de moyens à la diplomatie. Beaucoup de moyens. Justement, mais il y a beaucoup de moyens en faisant fonctionner convenablement nos ambassades. Oui, mais il y a... ok. Oui. En faisant parce que la diplomatie n'est pas que la brave ministre Thérèse Biakwamba. Non. Quand on parle de la diplomatie... D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la diplomatie publique. C'est-à-dire la diplomatie n'est plus que l'apanage des diplomates professionnels. La diplomatie aujourd'hui, c'est aussi le fait de faire rayonner son pays à l'extérieur. C'est aussi recourir aux expatriés, plutôt à la diaspora, aux citoyens congolais et congolaises et congolais qui sont à l'étranger, afin de se servir d'eux comme des vitrines qui montrent à la fois la beauté du Congo, mais aussi qui montrent l'ambition du Congo. Donc quand on parle de la diplomatie, il ne s'agit pas que du ministère des Affaires étrangères, mais aussi de tous ces éléments qui l'entourent. Première des choses, il faudrait donner une viabilité à nos différentes ambassades. Mais aussi donner les moyens, parce que nos ambassadeurs sont en principe nos premiers espions. Ce sont des espions officiels. Alors il faudrait qu'ils disposent de moyens pour savoir, regarder comment les choses se passent ici. Ce qui se passe ici, est-ce que cela n'aura pas une incidence chez nous? Dans quelle mesure nous pouvons profiter? Ainsi de suite. La Chine, par exemple, a la liste de tous les étudiants chinois qui étudient aux États-Unis.
C'est la Chine, en 2023, qui va donner le nombre de plus de 350 000 étudiants chinois qui étudient aux États-Unis. Dans quelle filière et pourquoi ils sont dans cette filière-là, dans ces filières-là. Pour dire que la diplomatie dont il est question ici, c'est dans son ensemble, dans sa dimension méga. Ce n'est pas simplement... Mais que faire de ce côté complicité de la communauté internationale, parce qu'il faut donner des moyens à la diplomatie congolaise? Est-ce qu'il faut résoudre les problèmes du discours que l'on apporte dans les forats internationaux, ou c'est un problème de posture? Le deux. D'abord, il faudrait savoir une chose, la genèse. Comment sommes-nous devenus un État? Okay. Le Congo est né justement de la volonté de la communauté internationale. Malheureusement. Le Congo est né parce que les 14 puissances du 19e siècle se réunissent du décembre 1884 au février 1885. Ils décident. En réalité, avant de procéder au partage de l'Afrique, la raison d'être, c'était d'abord trouver des décisions sur le bassin du Congo. C'est le roi Léopold II qui incite son ami Van Bismarck a convoqué les puissances pour débattre, parce que le roi Léopold II avait peur du regard convoitant de la France, avait peur des revendications des Portugais, avait aussi peur de la puissance britannique. Ok? Alors on va convoquer le Congo, on va convoquer la conférence de Berlin, l'on débat. Et parmi les résolutions qu'on va prendre, c'est que l'on considérera le Congo comme un marché commun, comme un bien qui appartient à tout le monde. Or, vous savez avec moi, lorsqu'un bien appartient à tout le monde, en réalité, il n'appartient à personne. Et ce qui appartient à personne appartient à tout le monde. Ça, c'est un principe. On va dire que le Congo serait, à leurs yeux, c'était ça leur narratif, un bien commun. Et ça, nous ne devons jamais oublier cela. Ce qui nous amène à comprendre que les regards de la communauté internationale vers le Congo, c'est aussi parce que cette communauté internationale, cette nébuleuse communauté internationale... Elle est liée à cette histoire. Elle est liée à cette histoire. Elle croit que le Congo lui appartient aussi. Elle croit que le Congo, ils ont un droit à la parole quand il s'agit du Congo. Ce qui signifie, avant d'aller nous aussi aller solliciter l'implication de cette communauté internationale, il ne faut pas oublier. C'est comme si nous allons leur rappeler que votre enfant est malade, votre enfant a faim, votre enfant. Alors, si nous ne voulons pas qu'il continue à nous considérer comme étant un enfant, son enfant, il faudrait donc que nous apprenions nous-mêmes à nous autodéterminer. Ok? Et pour cela, je reviens encore, il faudrait que nous puissions répondre à cet impératif, la puissance. Et la puissance, on la construit. Deuxièmement, vous avez parlé du narratif. C'est vrai. Il faudrait que nous sachions une chose. Le monde n'a pas besoin, le monde n'aide pas le faible. Le monde respecte le fort. La communauté internationale, ou encore le langage qui se tient dans la communauté internationale, n'est pas un langage de faible. On affaiblit les faibles. On ne va pas pleurnicher là-bas. Hein? On ne va pas pleurnicher. On part au Conseil de l'ONU, on va pleurer. Il faudrait, comme l'a fait la brave ministre d'État aux Affaires étrangères, à qui je jette d'ailleurs des fleurs, il faudrait que pendant qu'elle est en train de monter sa rhétorique, pendant qu'elle est en train d'aller son narratif pour impliquer la communauté internationale dans cette crise qui se vit dans notre territoire, dans sa partie orientale, que l'on donne aussi les moyens à nos forces armées, parce qu'on ne peut pas être un bon diplomate si on n'a pas le soutien ou le support d'un soldat. C'est-à-dire talk and fight, fight and talk. Fight and talk, c'est-à-dire se battre et parler. Parler et se battre. Pourquoi? Parce que l'autre ne va respecter sa signature que lorsqu'il se verra dans une contrainte. En se disant, si je ne signe pas, eh bien, il va me faire du mal. Donc, j'ai intérêt à signer. C'est comme ça que se comportent tous les États. Et le narratif à trouver, ce n'est pas un narratif de pitié. Ok? Le monde international n'est pas un orphelinat. Ce n'est pas un lieu d'humanisme. Non, c'est la jungle. Ok. C'est la jungle. Ok.
la cohabitation entre États est régie par un principe, les rapports de force. Donc, en continuant à nous déployer sur le front diplomatique, il faudrait aussi se rassurer que nos soldats sur terrain sont très bien formés. Nos soldats sont disciplinés. Nos soldats ont des ressources nécessaires, c'est-à-dire du point de vue de la logistique. Nos soldats ont la morale pour se battre. Nos soldats ont le soutien, ce que j'appelle l'adhésion populaire, lorsque je parle de la popularisation du combat. Nos soldats ont, et nos politiques ont un discours qui converge avec le contexte. Les discours qui convergent avec le contexte. Avec le contexte. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, la chose qu'il faudrait, c'est plus trouver l'unité. Il y a un principe, il y a un proverbe africain qui dit « On ne poursuit pas les rats lorsque la case est en feu ». J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, professeur. Beaucoup de questions, malheureusement, on me fait signe que le temps qui nous a été imparti a fini. Mais lorsque vous dites que la rue et les opinions publiques pourraient pousser les autorités à... C'est là où les autorités doivent faire preuve de véritable leadership. La rue pourrait vous dire, allons faire la guerre aujourd'hui, allons faire la guerre aujourd'hui. La rue n'a pas la maîtrise des éléments. La rue ne sait pas ce qui s'est dit dans les négociations. La rue ne sait pas ce qu'on est en train de gagner du point de vue diplomatique. La rue ne sait pas faire une analyse critique de l'état de nos forces armées. Sommes-nous capables? Vous savez, Jésus, Christ, notre Seigneur, a dit, dans Luc chapitre 14, verset 31, 32, 33, qu'avant d'aller en guerre, qu'est-ce qu'un roi fait? Il s'assoit d'abord pour voir s'il a en mesure les moyens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, le Rwanda nous fait la guerre, mais le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda n'est que l'arbre qui cache la forêt. Derrière le Rwanda, il y a de grandes puissances. Ce qui signifie déployer les moyens pour dire nous allons dans une guerre frontale avec le Rwanda. Il ne faudrait pas oublier l'implication aussi de ces autres puissances qui ne viendraient peut-être pas sur le théâtre des combats, mais qui susciteraient d'autres États africains et ainsi on aura une deuxième guerre mondiale africaine. Parce que... Donc il faut à la fois écouter la RI, mais ne pas faire ce que la RI fait. C'est ça le leadership. Alors par rapport aux négociations, les dialogues, les négociations... Ça il faut encourager. Il faut encourager. Mais jamais, c'est ce que je disais, c'est ce qui nous a manqué. Les négociations, les dialogues font partie des combats. Ne jamais diaboliser et ne jamais voir en cela un aveu de faiblesse. Simplement parce qu'en amont, on a refusé de parler de dialogue. Aujourd'hui, Zelensky est prêt à négocier. Avec la Russie. Avec la Russie. Aujourd'hui, Poutine, pour une première fois, après l'élection de Trump, Poutine va dire qu'il est prêt à négocier, mais à ses conditions. Au moins, c'est une avancée parce que depuis février 2022, Poutine n'a jamais voulu sortir de sa bouche le mot dialogue. Aujourd'hui, il en sort. Même les grandes puissances finissent par dialoguer. Voyez-vous? Mais seulement en dialoguant, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on est en train de céder, qu'est-ce qu'on est en train de concéder et qu'est-ce qu'on est en train de garder. Ça, c'est on a fini, à moins qu'il y ait un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est d'encourager nos FARDC à continuer à défendre l'intégrité de notre territoire. Le mot de la fin, c'est d'encourager nos frères et sœurs congolais qui sont ici comme à l'extérieur, de les rassurer que je crois que nous finirons par récupérer et Goma, et Bunaganda, et tout le reste, Rutshuru, Masisi, on va tout récupérer parce qu'il ne faut pas dire je suis Goma. Ça aussi, c'est les pièges de l'ennemi. Il faut dire je suis le Congo. Je suis le Congo. Il ne faut jamais dire je suis Goma. Il faut dire je suis 2 345 410 km². C'est ce qu'il faut dire. Dire je suis Goma, vous tombez dans les pièges de l'ennemi. C'est là où je disais, il faut un État stratège. Et pour ça, il faut se réconcilier avec l'intelligence. Merci beaucoup, Dr Silas Mumil Makangou. Nous rappelons que vous êtes professeur en relations internationales, spécialiste en géopolitique et géostratégie. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des Tables Rondes. Au revoir.